Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. L'organisation des élections par le MATD ou la CENI, il y a encore beaucoup à apprendre. C'est du moins l'avis de Moussa Solano, ancien ministre de l'Intérieur sous Lansana Conté, que notre rédaction a rencontré ce mercredi. La Guinée dispose désormais d'un centre de neurosciences avec un laboratoire de neurochirurgie. Il est abrité par l'hôpital de l'amitié sino-guinéen. Sa mise en place permettra à coup sûr de réduire les évacuations sanitaires. Et puis, notre angle de ce soir, nous ferons une immersion à la pédiatrie de l'hôpital d'Onka et au centre de transfusion sanguine. Vous allez le constater, se procurer une poche de sang est un véritable parcours de combattant. Bienvenue à tous. Rien n'est encore officiel, mais toutes ou presque les prérogatives de la CENI pourraient revenir au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation pour l'organisation des prochaines élections. Bonne ou mauvaise idée? En tout cas, à l'époque de feu général Lansana Conté, c'est le MATD qui en avait la charge, aidé par la Commission nationale électorale CNE, qui, elle, contrôlait la qualité des élections. Doit-on faire la même chose? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec la CENI? Mamadou Saliouba et Abdoulaye Kamara ont rencontré Moussa Solano, un ancien ministre d'État sous Conté. Suivez leur décryptage. Sous le règne du général Lansana Conté, il faisait partie de ceux qui ont organisé des élections. À l'époque, c'était le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation qui en avait la charge. Mais à côté, il y avait une institution qui contrôlait les activités du MATD. Comment est-ce que les élections se sont véritablement passées? C'est vrai que le ministère a la responsabilité d'organiser les élections devant le peuple et devant le gouvernement, mais est-ce que véritablement quelqu'un d'autre ne pouvait pas être là pour dire oui, tu as organisé des élections, mais est-ce que tu as respecté les lois qui ont été édictées en la matière? Est-ce que tu as respecté les règlements qui sont en vigueur? Si tu n'as pas respecté tout ça, on dénonce et c'est couché. Lisez les rapports de la CNE à l'époque. C'est couché. Voilà, dans tel lieu. Il n'y a pas eu de réponse majeure qui a été faite à l'endroit du gouvernement sur les questions. Moussa Solano a organisé plusieurs élections. Et puisqu'il y a eu la Commission nationale électorale, le Haut Conseil aux affaires électorales et la Commission électorale autonome qui ont tous contrôlé le MATD, toutes les institutions internationales ont accompagné les élections. Mais à l'époque, dit-il, il y avait un détail qui faisait que personne ne pouvait douter de la transparence du MATD. Nous avons toujours fait une révision à temps des listes électorales. C'est-à-dire qu'il faut faire la révision avant les élections. Et chaque année, il y a une révision ordinaire. Il peut y avoir une révision extraordinaire chaque année. Donc, on faisait ces révisions-là. Et quand on fait les révisions, on envoie les gens, on mettait à jour le fichier. Aujourd'hui, est-ce qu'on met correctement le fichier à jour? Mettre en place une CENI n'avait pas été une grande préoccupation. Car il fallait, dit-il, trouver des hommes responsables, honnêtes, indépendants, ce qu'aurait raté la CENI mise en place par Moussa Dadis Kamara à la mort du général Lansana Conté. On dit quand tu es membre de la CENI, tu n'es plus au service de ton parti et les gens n'écoutent pas ça. Ils sont au service de leur parti et c'est les partis qui donnent des instructions. On a complètement vicié la forme, le fond. Mais alors, ce n'est plus, ils ne répondent plus au nom de la CENI telle qu'elle a été pensée. Et donc, les résultats seront ce que l'on a vu. MATD ou CENI pour l'organisation des élections, rien n'est encore officiel, mais l'ancien porte-parole du gouvernement Conté le dit, ce n'est pas un crime de revenir en arrière lorsqu'on s'est trompé en avançant. Ils ont sauvé l'école guinéenne il y a quelques années et on leur avait promis une prise en charge. En vain, certains des enseignants contractuels, puisqu'il s'agit d'eux, ont été omis et n'ont pas été affectés. Ce mercredi, le collectif a brisé le silence. Combien sont-ils? Que s'est-il passé? Justin Leno et Aliouba se sont intéressés au dossier.
Mohamed Guilavogui est le porte-parole des enseignants contractuels omis. Sous la main, la liste des concernés. En 2019, lui et ses collègues ont sauvé l'école guinéenne perturbée par la grève du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Sur les 16 000 contractuels, le nombre est revenu à 11 633. Eux disent qu'ils ont recensé 8 703. Il y a une liste de 11 633. Tous ceux donc qui pensent qu'ils sont dans la régularité, ils ont leur nom ici. À l'époque, ils ont effectué 3 mois de travail sanctionnés par une prime d'1 200 000 francs guinéens chacun et une promesse du régime d'alors d'être engagé à la fonction publique. La promesse est sur le point d'être oubliée. Ceux-là qui ont été omis, on se sent brimé, on se sent frustré, on se sent triste de cette nouvelle. Al-Seni Mabinti fait partie de la commission qui a travaillé sur ces dossiers. Il explique ce qui s'est passé. Si aujourd'hui il y a assez de cas d'omission, ce sont ces personnes qui sont venues après le recensement de 2018 qui continuent toujours à servir dans ces écoles en 2019, 2020, 2021. Et s'il faut même dire 2022, ce sont ces personnes qui revendiquent leur intégration dans le fichier de 2018. Enseignants contractuels omis, affectés malgré eux, des cas de doublons et de triplons, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a décidé de tout annuler. Un véritable travail devra commencer très prochainement pour rétablir chacun dans ses droits. Les habitants de la préfecture de Bofa ont manifesté la semaine dernière contre le non-respect du contenu local, une protestation qui a fortement impacté les différents travaux des ports d'embarquement et de l'exploitation de la bauxite. Omar Sori Kamara, Aïssatou Kesso Diallo et Salifouli Fossissé. Les différents sites d'exploitation des mines, notamment la compagnie Chalco implantée dans la localité depuis 2020, était le lieu de rendez-vous de ces manifestants qui réclamaient leurs droits, comme indiqué dans le contenu local, mais également les accords antérieurs. Ça fait plusieurs jours nous sommes là. S'ils ne nous touchent pas, il n'y aura rien. Mais il y a certaines personnes qu'on ne laissera jamais. Commencer par le directeur des mines, nous voulons qu'il quitte notre ville. Toutes les pagailles qui sont dans les sociétés de Bofa, il est à la tête. Après 3 ans de service, Aliou Diao Fidel Camara, ex-employé de la société Chalco, a été licencié sans aucun motif, dit-il. Il demande la réparation et le changement de comportement de certains responsables de la dite société. Depuis le 10 octobre 2019. Nous avons commencé à travailler depuis le 10 octobre 2019. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu encore le contrat à durée indéterminée. Ils peuvent créer des faux problèmes aux personnes qu'ils veulent licencier et on n'a pas où se plaindre au retour. En plus, ils refusent d'embaucher les fils de cette localité. Bon nombre de travailleurs de cette société sont des étrangers. Nous aussi, nous voulons des postes de responsabilité. Revendiquer leurs droits sans aucune violence était l'objectif fixé par ces manifestants durant 4 jours de grève et n'entendent pas baisser les bras. La peine des habitants des localités doivent être le souci majeur des responsables aussi. Si les jeunes de Bofa ne travaillent pas, et même ceux qui sont là-bas, ils essaient de leur faire licencier pour embaucher les étrangers à leur place. Pour dissuader les manifestations, la communauté demande l'implication des nouvelles autorités du pays. À Boké, par exemple, plusieurs sociétés sont fermées par faute du non-respect du code de travail et le contenu local. C'est un autre épisode d'une longue série de discordes au sein du bureau syndical de la CNTG Mamou. Rien ne va entre les chauffeurs et le secrétariat général qui est du corps de la mécanique. Les premiers demandent aux seconds de libérer les locaux, une requête qui est tombée dans de bonnes oreilles car le premier responsable décide de ne plus se présenter aux prochaines élections. Tierno Amadou Bari, Alfor Marba. Une cinquantaine de chauffeurs réunis cet après-midi au bureau de la CNTG avec une seule voix, celle d'exprimer leur ras-le-bol contre la gestion du secrétaire général.
Il a fallu l'intervention des responsables locaux pour décrisper la crise. Nous avons rencontré la crème, disons, les responsables des deux partis. Alors nous avons parlé et nous avons trouvé un consensus. Donc librement, le secrétaire général sortant, Mamadou Salif Diallo, qui est mécanicien, a dit pour qu'il y ait la paix, à Mamou, il préfère, lui, ne pas se présenter. Sur le coup, Maître Mamadou Salif Diallo, puisqu'il s'agit de lui, a laissé entendre que la quiétude à Mamou vaut plus que son poste. Le chargé des affaires sociales du même bureau voit d'un bon œil cette décision de son patron. De 2007 à nos jours, nous avons mené le combat ensemble. Si les chauffeurs tiennent une rencontre pour un consensus entre eux au nom de la paix, ils ont vu ce qui s'est passé à l'USTG. Nous, c'est la CNTG et on n'a qu'une seule série et non deux. Si maintenant le secrétaire général décide de ne plus se représenter au nom de la paix, nous ne pouvons que saluer et s'aligner derrière cette décision. Les chauffeurs, par la voix de leur porte-parole, expriment leur joie. Nous saluons la décision du secrétaire général. Il a été l'artisan de la paix à Mamou aujourd'hui. Le désormais ancien secrétaire général de la CNTG va continuer d'exercer ses fonctions jusqu'à la prochaine élection, à l'issue de laquelle son successeur sera élu. Trouver un stage ou un premier emploi en Guinée demeure une problématique majeure pour les jeunes diplômés guinéens. Le plus souvent, les diplômés n'ont pas les qualifications recherchées par les employeurs, une situation qui contribue plus ou moins à augmenter le taux de chômage. Ce mercredi, nos reporters Diana Bangoura et Ibrahima Souri Sengsouma ont rencontré des étudiants et des responsables d'universités pour en savoir plus sur les mécanismes de négociation des stages auprès des entreprises. Suivez. L'inadéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi est l'un des problèmes qui assaillent ces étudiants des universités publiques et privées du pays. Selon certains observateurs, dans la plupart des institutions d'enseignement supérieur, les programmes dispensés sont très anciens. En plus, rares sont des universités qui accompagnent les étudiants en quête de stage ou d'emploi. Manque d'opportunités, s'il faut le dire comme ça, ils ne nous offrent pas ça vraiment. On entend à chaque fois parler d'opportunités, de partenariats en ce qui concerne les entreprises, mais au final, on ne voit rien. Nous sommes dans un institut ici de communication et de journalisme et nous remarquons que les journalistes ont plus d'opportunités et de stages. Donc moi, mes attentes envers mon université, c'est de faire en sorte de trouver aussi des opportunités de stage pour des communicants. Et nous savons qu'ils ont déjà commencé à œuvrer dans ce sens. Je suis fier de l'université Nelson Mandela. Et je suis sûr que oui, d'après mon cursus, l'université serait là pour moi. Dans les institutions, les encadreurs sont bien conscients du problème. Parce qu'avec l'émulation aujourd'hui de la concurrence, avec l'implication des privés et même l'État, on a compris que les programmes ne doivent pas dormir dans les tiroirs, dans les universités et dans les institutions de formation pour être donnés. Il faut aller sur le marché, voir les besoins du marché. C'est en fonction de ça qu'il faut construire ce qu'on appelle les programmes de formation. On a souvent, parfois, des enseignements qui ne sont pas actualisés, des contenus qui sont assez légers sur le plan de la formation, donc il faut voir aussi ça au niveau de nos institutions. La troisième chose aussi, c'est le niveau un peu faible des étudiants, parce que ceux qu'on reçoit au niveau des universités, parfois, ont des lacunes qui sont difficilement comblées à la fin de la formation. Pourtant, l'éducation et la formation de la nouvelle génération constituent un passage obligé pour tout développement. Ces universités font des efforts en signant des partenariats permettant à leurs étudiants de faire des stages, sauf que d'autres peinent à les satisfaire.
Je vous le disais en titre, la Guinée a désormais son centre de neurosciences avec un laboratoire de neurochirurgie. C'est l'hôpital de l'amitié sino-guinéen qui l'abrite. Sa mise en place va permettre de réduire la migration sanitaire à travers de grandes interventions chirurgicales. La direction de l'hôpital a par la même occasion reçu un don de matériel médical et de médicaments, un geste de l'ambassade de la Chine en Guinée. Mariam Fodé Camara, Amara Lexila. Le centre des neurosciences est dédié à toutes les spécialités basées sur les sciences neurologiques, à savoir la neurochirurgie et la neurologie. La chirurgie dans ces domaines est basée sur la miniature. La mise en place de ce service va permettre aux médecins de poser de bons diagnostics et aux citoyens de bénéficier d'un traitement adéquat. Le travail sur microscope s'apprend sur un certain nombre de temps et avec l'expérience, on acquiert des capacités, des performances permettant dans ce cas d'aborder des structures fines à l'intérieur de la boîte crânienne, puisque nous travaillons sur le cerveau, et être vraiment à l'aise dans la manipulation, dans la recherche, dans l'extirpation de la maladie. Le ministère de la Santé, à travers son chef de cabinet, est fier d'avoir ce centre qui va renforcer, dit-elle, la capacité des services de santé. C'est une première en Afrique occidentale ici et la Guinée en est fière. Le ministère de la Santé supporte pleinement cette collaboration et encourage tous les partenaires techniques aujourd'hui présents à prendre des initiatives comme celle de la République populaire de Chine. Ce centre doté de matériel microscopique est le fruit de la coopération sino-guinéenne. L'ambassadeur de la Chine en Guinée espère qu'il sera bien entretenu. J'espère que ces installations peuvent être utilisées à bon escient pour renforcer davantage les capacités et services de la santé publique au bénéfice de la population guinéenne. Dans ce laboratoire de neurochirurgie, les neurochirurgiens déjà certifiés vont renforcer leurs capacités et assurer le transfert de compétences à la relève, rassure le premier responsable de ce centre. La Direction nationale de la pharmacie et des médicaments est un maillon essentiel pour le ministère de la Santé. Pour avoir passé 4 ans à la tête de ce service, l'équipe sortante ne cache pas les difficultés rencontrées. En dépit des résultats positifs enregistrés, les nouveaux responsables prennent la mesure de la confiance placée en eux. Maintenir les acquis et même rehausser le niveau de la prestation passe par une collaboration franche et le respect des lois qui régissent le système de santé en la matière. Mamadou Sadio Baldé, explication. La direction de la pharmacie et du médicament, Autorité nationale de réglementation pharmaceutique, a pour mission la préparation, la mise en œuvre et le suivi de la politique et des programmes dans le domaine de la pharmacie et du médicament. La direction doit aussi organiser un système d'approvisionnement national et durable en médicaments essentiels pour l'ensemble des structures sanitaires du pays. Tout serait normal si la confiance entre les citoyens et le système de santé n'était pas entamée. La pharmacie peut aider à reconquérir cette confiance perdue. Il faut reconnaître que l'un des soucis majeurs des autorités, c'est qu'il y a une crise de confiance entre la population et le système de santé guinéen. Alors la pharmacie joue un rôle extrêmement important pour redonner cette confiance. L'inspecteur général du ministère l'a dit à l'occasion de l'installation du nouveau responsable de la pharmacie nationale, du médicament et de son adjoint. Les pressions externes, le quotidien, les responsables. C'est des décisions qui sortent du cadre du ministère de la Santé, avec beaucoup de pression de l'extérieur. Des pressions venant des autorités supérieures, des lobbying. Son équipe s'est aussi confrontée à des faux dossiers où il fallait avoir un œil du lynx pour déchiffrer le vrai du faux. Malgré tout, en 4 ans, il a pu obtenir des résultats. Mais nous avons toujours eu un classement au stade de haute performance. Et cette année, d'ailleurs, particulièrement l'année dernière, 2021, nous avons été la seule direction du ministère de la Santé qui a dépassé les 90% de performance. Son remplaçant espère bénéficier des appuis du CNRD de son département de tutelle. Ensuite, l'application des textes de loi fera le reste, promet-il. J'exhorte l'ensemble des travailleurs et travailleuses de notre direction à œuvrer individuellement et collectivement pour faire de la pharmacie un pilier fort de notre système de santé et atteindre ainsi les objectifs. Il invite les collaborateurs à un don de soi, au respect de la loi et de la réglementation par toute la chaîne impliquée dans la manipulation des produits.
Aucun sacrifice n'est de trop pour son pays, a-t-il conclu. Comment améliorer la qualité des services Internet, la sécurisation des infrastructures existantes? C'est pour répondre à ces questions que les responsables de l'autorité de régulation des postes et télécommunications ont tenu cette semaine une réunion de prise de contact avec les partenaires. De nombreuses propositions ont été également faites par les opérateurs de téléphonie. Aminata Massiri Bangoa. Cette série de concertation des nouvelles autorités de l'ARPT avec tous les acteurs du domaine des postes et télécommunications, notamment les fournisseurs d'accès Internet et les opérateurs postaux, vise à analyser les demandes et inquiétudes des fournisseurs et des consommateurs, une manière de réguler ce secteur et offrir un service de qualité à moindre coût. Il faut quand même un certain partage d'infrastructures, il faut sécuriser les infrastructures déjà existantes, il faut qu'on travaille ensemble pour apporter une régulation correcte. Nous osons croire que à travers une telle stratégie déjà définie par l'autorité de régulation des postes et télécommunications, nous allons essayer de trouver les problèmes qui assaillent le secteur postal. Après cet échange avec les fournisseurs d'accès Internet et les opérateurs postaux, les autorités de l'ARPT sont allées à la rencontre des directeurs généraux des opérateurs de téléphonie mobile. Là également, les préoccupations et les attentes ont été passées au crible par les acteurs de ce secteur. Le volet concurrence au niveau, n'est-ce pas, du secteur. Et nous pensons que la concurrence saine, évidemment, vient stimuler la dynamique. Conscient des défis qui attendent ce secteur, le directeur général de l'ARPT soutient que cette initiative sera porteuse. Il y a beaucoup d'attentes venant des consommateurs et nous sommes au milieu pour tout faire pour régler cette situation. Le consommateur s'attend naturellement à une baisse des prix. Ils ont des attentes par rapport au retour d'un certain nombre de conforts auxquels ils étaient habitués. Il y a beaucoup de plaintes par rapport à la dégradation de la qualité de service, par rapport à la qualité du réseau. Et il est de notre devoir en tant que régulateur de nous entretenir avec les différents acteurs pour voir comment est-ce qu'on peut donner aux consommateurs ce qu'ils méritent. À travers ces séries de concertations, l'autorité de régulation des postes et télécommunications va mettre en place un plan afin de faire face aux défis et priorités du secteur. Dans les différents ports du pays, plusieurs espèces de poissons y sont pêchées, dont le konkoé. Depuis quelque temps, ce poisson très prisé devient de plus en plus cher sur le marché. Malgré cela, il est convoité par bon nombre de citoyens. Rosaline Goto-Monemu et Yacouba Traoré. Le poisson konkoé suit plusieurs processus avant le fumage. Dans le port de Blubinet, par exemple, des jeunes s'activent pour son décapitage, puis son nettoyage avant de le mettre au feu. Un produit halieutique convoité par la population guinéenne et étrangère. Cependant, il est devenu de nos jours très cher, explique cette marieuse fumeuse rencontrée au port de Temelintaï. Si on dit aussi le prix est monté, ce n'est pas nous, parce qu'on importe ça. Si nous on part au port, si on dit ça là c'est cher, ceux qui viennent payer pour envoyer à l'étranger, eux ils payent plus que ça. Le poisson konkoé se vend selon la taille. Le gros se vend entre 80 et 100 000 francs guinéens l'unité. Les petits, entre 25 et 35 000. Les vendeuses se plaignent de la cherté de ce poisson. Souvent, elles sont victimes de pertes. Nous prenons certaines douzaines à 300 000 francs et nous vendons l'unité entre 25 000 et 35 000 francs. Des fois, nous vendons à bas prix vu que nous n'avons pas de frigo pour la conservation. Dans plusieurs restaurants et gargotes de la place, la sauce au poisson konkoé est souvent dans le menu. Cette restauratrice vend son plat à 25 000 francs et ses clients se plaignent également de la cherté. Le client aime le konkoé et puis c'est doux aussi. Le konkoé c'est doux, nécessaire, c'est trop cher. On achète un konkoé premier 150 000, 145 000, deuxième 130 000, 125 000, il y a 70 000, 80 000. Vraiment, le konkoé est très très cher. Le poisson konkoé ne se trouve pas dans les eaux guinéennes. À en croire le dire de nos interlocuteurs, ce poisson est pêché dans les eaux bissau-guinéennes, ce qui expliquerait la cherté du konkoé
dans nos marchés. Et puis, c'était aussi leur manière à eux d'exprimer leur affection à la Radio Espace qui vient de célébrer ses 15 ans d'existence au stade Pétisserie. Le gâteau d'1,50 m réalisé par un pâtissier et sur fond propre a épaté le public. Au lendemain du concert et au siège de la radio, les cadeaux se succèdent. D'abord un tableau avec des visages des chroniqueurs, des grandes gueules, fait ingénieusement par un étudiant de l'Institut des Arts Morikanté de Dubreka, sans occulter la visite surprise ce mercredi d'une des grandes voix de la musique guinéenne, Manama Kanté. On vous fait revivre ces beaux moments avec Alcéné Bari et Ibrahima Suri Kamara. Ce sont des événements qui ont aussi marqué la célébration des 15 ans de Radio Espace. D'abord, ce tableau peint par Ifonou, étudiant en 3e année de l'Institut des Arts Morikanté de Dubreka. Ce jeune a utilisé ses maigres moyens pour façonner ce tableau d'une valeur de 15 millions de francs guinéens. Un talent à l'état brut qu'il a su manier à travers les coquilles d'œufs séchés, la peinture, le vernis et le tour est joué. Ce n'est pas Picasso, mais Kangba le Guinéen. À la venue de la pandémie, il y a eu la mobilisation des fonds pour venir en aide à la population avec une somme de 4 milliards et plus. J'ai vraiment été impressionné et je me suis dit, c'est vrai, il le fait pour la population, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour lui? Cet étudiant n'a pas d'atelier pour le moment, mais il a une ambition, celle de devenir un peintre professionnel et immobilier. D'ailleurs, il fait déjà le revêtement de sol, la décoration murale et intérieure. Je compte vraiment m'investir dans le domaine immobilier. Conakry, pas Conakry seulement, mais toute la Guinée est vraiment en chantier. Le talent, nous le retrouvons partout, à travers cet autre chef-d'œuvre. Un gâteau d'1,50 m sur 1 mètre. Doumbouya a su aiguiser le rouleau, la pâte à sucre et représenter un mixeur, des micros, une console. Ne vous étonnez pas, tout est consommable et fait par un pâtissier guinéen. Espace a toujours défendu les ouvriers et les artistes et surtout nous-mêmes. Doumbouya a un centre basé à Sangoya. Ici, il forme des apprentis, fait la restauration, la pâtisserie et la décoration. Nous évoluons dans l'événementiel, la formation en décoration événementielle, en cuisine et pâtisserie, et en soudure, en menuiserie, en tapisserie. 15 ans d'espace, 15 ans d'amour avec les auditeurs de toute obédience. Au-delà de la prestation des artistes sur scène, lors des 2 concerts, Manamba Kanté a offert un cadeau au groupe. Celui-ci, Lamine Girassi, ne l'a pas vu venir. Les médias c'est une fierté. Ils sont là pour nous, surtout nous les artistes. Aujourd'hui, ils accompagnent dans tout ce qu'on fait. Et puis, hormis tout ça, aujourd'hui, le fondateur de Adafo Média est considéré aujourd'hui comme mon beau-père. Il y a un autre journaliste qui est venu à travers un poème saluer les efforts de Lamine Girassi dans l'émancipation médiatique. Il faut reconnaître le mérite de Lamine Girassi dans l'audiovisuel guinéen. Aujourd'hui, il a fondé un empire. Nous ne pouvons pas citer tous les dons faits au groupe Adafo Média, mais une chose est sûre, l'étoile Espace va longtemps briller dans le ciel guinéen. Une histoire que nous avons commencé à écrire ensemble et qui est loin de finir. Les Media Awards Guinée à travers la structure MACCOM vient de signer un partenariat avec la microfinance Yetemali. Les lauréats pourront désormais bénéficier d'un prêt et de financement de leur projet. La structure MACCOM va bénéficier de l'accompagnement durant cette édition. Dienebemba Koulibaly. Ce partenariat entre la structure MACCOM et Yetemali donne le ton pour la seconde édition de Media Awards, une cérémonie de récompense de la presse guinéenne. C'est que Yetemali ici présent accepte de dégager une ligne de crédit importante pour permettre à ce que les journalistes puissent, ceux qui ont des projets bien sûr, viennent et accèdent facilement à ces prêts-là pour leurs projets respectifs. Institution de microfinance de première catégorie, l'administrateur délégué de la Caisse d'épargne et de crédit de Guinée, Yetemali, s'engage à accompagner les Media Awards Guinée cette année et les éditions à venir. Nous avons décidé d'associer notre image à ce grand événement de récompense des meilleurs de la presse guinéenne parce que nous sommes d'abord une structure, une institution financière purement guinéenne. Alors tout événement
de ce genre qui permet aux Guinéens d'avancer, moi je pense que c'est un devoir d'abord pour nous d'accompagner. Selon le commissaire général, les objectifs n'ont pas changé. Le comité d'organisation a cependant apporté des innovations pour faire de cette deuxième édition des Media Awards Guinée une cérémonie unique. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les hommes et femmes de la presse guinéenne soient indépendants, autonomes dans leur travail. On sait que le métier, très souvent, on le dit, ne nourrit pas son homme. On se dit qu'avec cet événement qui est les Media Awards Guinée, on veut à travers l'événement faire en sorte que nos journalistes, nos techniciens et autres hommes de médias soient davantage indépendants. Il faut rappeler que les Media Awards Guinée sont une cérémonie de distinction des hommes et femmes de médias qui ont marqué l'année de par leur professionnalisme. Parlons sport à présent pour dire que les supporters et journalistes sont déçus de la défaite du Sili national face au Zimbabwe. Si certains gardent encore un brin d'espoir quant à la suite de la compétition, d'autres n'y croient plus. En attendant de connaître l'identité de son prochain adversaire, le Sili a repris son quartier général à Bafoussam. Paul Fatiatoun-Kara et Mohamed Bangoura pour le compte-rendu. Un retour brutal sur terre pour un Sili national qui s'est vu trop beau à l'entame de la CAN et un réveil difficile des supporters au Cameroun, voilà l'effet de la défaite de la Guinée face au Zimbabwe. Déjà éliminés du tournoi, les Warriors ont pu sauver l'honneur contre un triste Sili. La Guinée avait pris ce match avec légèreté. Ils n'ont pas su vraiment prendre cette équipe-là au sérieux. Et on a pensé que ça allait être une simple promenade de santé, mais c'était face à une équipe aussi qui voulait terminer aussi la compétition par la grande porte. Dans les rangs des supporters, les visages étaient sombres de déception, impossible de retenir les larmes. Sur un ton ironique, ce supporter impénitent dit confier son âme au sélectionneur Kaba Diawara avant de désigner l'autre coupable de la défaite. Je pensais que c'était fini pour moi. J'ai vu la mort devant moi, quoi. Je n'ai pas pensé que le Zimbabwe allait mettre les débuts dans mes filets. Ça c'était une mort devant moi. Sur le Kaba, c'est un joueur qui parle. Les deux matchs passés, il n'a pas joué. Il était fâché, frustré. Il a parlé. L'homme ne doit pas parler. C'est ça que les sociaux disent. Ce journaliste craint que cette défaite n'entame la confiance du groupe dont la qualité risque fort bien d'être altérée par les absences de marque de son maître à jouer Naby Keita et d'Isiaga Silla. Avoir une défaite contre le Zimbabwe, et je pense que ça ne nous donne pas confiance. Et si ça ne donne pas confiance à l'équipe, je crois mentalement ça va payer cash. Le Sili national de Guinée a regagné Bafoussam dans la matinée de ce mercredi où il jouera son 8e de finale le 24 janvier prochain. Un match, quitte ou double, où Kaba et sa bande n'ont pas droit à l'erreur, au risque de prendre la porte du tournoi. Paul Fatiatoun-Kara depuis Bafoussam et puis comme tous les mercredis, place à l'angle de la rédaction. Nous nous intéressons à la santé, cela peut vous paraître anodin tant que vous n'en avez pas subi. Avoir du sang pour sauver votre vie ou un proche en parcours de combattant que nos reporters ont suivi. Ils se sont rendus au service de pédiatrie de Donka où ils ont rencontré les gardes malades et les patients pour toucher du doigt leurs difficultés. Ils ne se sont pas limités là, ils se sont aussi rendus au centre de transfusion sanguine Al-Senibari et Kerno Sadouba. Donner son sang, c'est sauver une vie. C'est sur cette idée que nous nous rendons au service pédiatrie de Donka, délocalisé à la Kamayenne. Ici, difficile de dire qu'il s'agit d'une pédiatrie, car les enfants sont couchés dans des lits de fortune avec une chaleur étouffante. Seule la présence des médecins semble montrer que nous sommes dans un hôpital. Pourtant, la plupart de ces enfants souffrent de paludisme grave et nécessitent la prise du sang. On enregistre au moins 5 à 6 cas de transfusion sanguine par jour, selon les médecins. Faraya a sa fille âgée de 7 ans, couchée
depuis 4 jours. Son sang, il l'a déjà donné et celui de son frère aussi. Ce matin, il faut encore en chercher. Hier, j'ai déjà donné le sang, mon jeune frère également. Maintenant, comment je peux trouver aujourd'hui une poche de sang pour pouvoir sauver encore ma fille à nouveau? Comme lui, Tutus, âgé de 10 ans, souffre de paludisme grave. La poche de sang coûte 13 500 francs guinéens, officiellement. Et même pour cela, il faut parfois longtemps traîner entre les hôpitaux et le Centre national de transfusion sanguine. On a payé 13 500. C'était juste ça. C'est tellement raisonnable parce que pour sauver une vie, cette montant est tellement petit. Des difficultés dans la quête de poches de sang, il y en a qui les connaissent. C'est le cas de Mamadou Alpha Sow, qui résidait en Europe, mais qui a préféré rentrer au Bercail. Nous le retrouvons avec Faraïa au centre de transfusion sanguine. Il a sillonné tous les hôpitaux de Mamou avant d'arriver à Conakry. Mais son calvaire ne fait que commencer, car au CNTS, il faut apprendre la patience. Je suis venu du Fouta. Il me manque du sang. Il me manque 3 litres de sang dans mon corps. Dans toute la ville là-bas, j'ai rien eu. Je n'ai eu aucun support médical ou humain. Il y a 2 jours que je suis en route. Je viens ici aussi, je trouve personne qui peut me réceptionner. C'est dommage, hein? Difficile de dire combien de temps va durer son attente. Au CNTS, il faut être bon croyant et surtout croiser les doigts pour que votre sang ou celui de votre proche soit compatible avec celui de votre patient. Une fois là-bas, on exige aux parents d'envoyer 2 donneurs. Les 2 donneurs qu'on envoie, on prélève ces 2 donneurs. Les 2 poches qu'on a prélevées, on donne une poche, mais pas les 2 poches qu'on vient de prélever fraîchement. Parce que quand ils font tous les tests, on trouve que ces 2 donneurs-là sont aptes à donner. Ils prennent ces nouvelles poches-là, ils les gardent dans leur banque. 3 jours après, ils refont le test parce qu'il y a des tests à positivité retardée. Donc, on ne prend pas tout de suite la poche et on donne. Non. À cela s'ajoutent d'autres mesures. Être d'abord en bonne santé. Ensuite, il faut avoir un poids supérieur ou égal à 50 kg. Et le 3e critère, il faut avoir l'âge de 18 à 60 ans. La question qui taraude les esprits, c'est de savoir à quoi servent les 13 500 francs guinéens que les patients payent pour la transfusion sanguine. Les gens confondent le recouvrement que nous demandons généralement aux parents et le prix du sang. Et ce que nous collectons pour subvenir à certains besoins du service, tels que pour l'entretien et pour les primes du personnel. Si sauver des vies est un métier noble, parfois il devient un calvaire pour les médecins devant le laxisme des gardes malades. Le sang, on ne paye pas. Si le sang se payait, ça serait à Madina aujourd'hui. Ça serait à Madina. Mais le sang, il faut qu'on prélève des gens. Il faut qu'on prélève des gens. Donc il y a des gens carrément, même si c'est son propre fils, il te dit qu'il ne donne pas le sang. Sa femme te dit que moi aussi je ne donne pas. Ces réalités sont partagées dans tous les services. S'il y a une structure qui a de plus besoin du sang, c'est l'unité de soins, de formation et de recherche qui s'occupe de la prise en charge des patients atteints de VIH se trouvant dans un état grave. Pour alimenter le service, il faut 60 poches de sang par mois. Cependant, il ne reçoit que 11 à 20 poches de la part du CNTS. Par jour, nous avons environ 4 à 5 transfusions. Donc, on peut avoir 4 à 5 malades qui ont besoin d'être transfusés. Parce que tout simplement, le taux d'hémoglobine est bas. Au-delà des soins qu'il offre aux malades, professeur Bangali a dû parfois donner son sang pour sauver la vie des innocents. Une dure réalité de nos hôpitaux. Que nous-mêmes donnions notre sang, effectivement, pour sauver la vie de nos patients. Ça se fait. Le message que nous donnons à la population, ou que nous adressons plutôt à la population, c'est de dire à chacun de faire un sacrifice en donnant son sang pour sauver des vies et peut-être la leur. À Donka, de nombreuses structures, parmi lesquelles l'unité de soins de formation et de recherche, le service de pédiatrie, l'hémato, enregistre le plus souvent des morts, faute de sang. Aussi, le lieu de lancer un appel
à cette population pour nous venir en aide. Pas seulement notre structure en tant que telle, mais il y a beaucoup d'autres structures. Si je prends par exemple le cas de la pédiatrie, combien d'enfants meurent aujourd'hui par manque de sang? Et combien de femmes enceintes meurent ici par manque de sang? Il y en a beaucoup. Pallier ces difficultés, des ONG comme le collectif des organisations de volontariat et d'autres tentent de mobiliser des poches de sang. Sur le terrain, la tâche est ardue, car rares sont ceux qui connaissent l'importance du don de sang. D'ailleurs, c'est une fois dans le besoin qu'ils le réalisent. Parfois, les réactions sont très bonnes et parfois les réactions aussi sont très mauvaises au niveau de la population parce que tu peux tomber sur certaines personnes des fois, ils sont en colère. Le collectif a lancé une vaste campagne de collecte de sang depuis le 14 juillet 2021 dans les marchés, les écoles, les communes, les maisons de jeunes. On a pu mobiliser à Kindia 85 postes de sang et à Mamou, on a pu mobiliser 187 postes de sang. À Kankan, on a pu mobiliser 41 postes de sang. À Zirikor, on a pu mobiliser 21 postes de sang. Au total, qui va dans le cadre. À Conakry, nous sommes en préparatif et dans les autres régions, par exemple, en perspective, telles que Boké, Labé et Farana. Cette collecte n'est pas suffisante, assurent les responsables du CNTS qui sollicitent 500 donneurs par jour, ce qui pourra permettre d'alimenter les différents hôpitaux. Et c'est tout pour cette grande édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction d'Espace TV. À tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.